Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre qui est vraiment au cœur du programme de NSI et qui est essentiel pour le bac, la mise au point des programmes. On va voir ensemble que coder, ce n'est pas juste taper des lignes qui ont l'air de fonctionner. Non, c'est un vrai travail de pro qui demande de la méthode, de la précision, bref, de la rigueur. Et c'est exactement ça qu'on attend de toi à l'épreuve. On connaît tous cette situation, pas vrai? Tu écris une fonction, tu l'essaies sur un ou deux exemples, ça marche, tu te dis « génial ». Et puis, quelques jours plus tard, tu la réutilises avec des données un peu différentes et patatras, tout plante. Cette fausse confiance, c'est vraiment l'ennemi. Un programme qui ne marche que parfois, en réalité, c'est un programme qui ne marche pas du tout. Ah, le fameux type error, on l'a tous vu passer de centaines de fois celui-là. C'est le voyant rouge qui s'allume sur ton tableau de bord. Ça veut juste dire que tu as essayé de faire une opération qui n'a pas de sens, comme additionner un nombre et une liste. Et cette erreur, ce n'est pas de la malchance. C'est le résultat direct d'un manque de préparation, d'un manque de plan. Voyons comment on peut éviter ça dès le départ. Pour construire des programmes qui tiennent la route, on va suivre une méthode en plusieurs étapes. D'abord, on va dessiner le plan avec les types. Ensuite, on va s'assurer que la construction est solide grâce aux tests. Après, on vérifiera si c'est assez rapide en analysant la performance. Puis, on passera au niveau supérieur en garantissant sa cohérence avec les invariants. Et à la fin, on met tout ça dans une méthode prête à l'emploi pour le bac. Allez, c'est parti. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Il faut vraiment voir les annotations de type comme le plan d'un architecte. Avant de poser la moindre brique de code, tu dois définir noir sur blanc ce que ta fonction prend en entrée et ce qu'elle doit te donner en sortie. C'est la toute première étape, elle est absolument fondamentale pour être rigoureux. Voilà comment on commence souvent. Une fonction contient doublon. En lisant juste ça, sincèrement, qu'est-ce qu'on sait sur T? C'est une liste, un tuple, une chaîne de caractères? Aucune idée. C'est flou. Et quand c'est flou, c'est là que les bugs adorent se cacher. Maintenant, regarde ça. Juste en ajoutant liste, tout c'est clair. On annonce la couleur. Cette fonction, elle est faite pour bosser avec des listes et rien d'autre. D'un coup, on vient de fermer la porte à des tas d'erreurs potentielles. Et en plus, ça documente ton code directement. Et voilà la touche finale. 2 points, boule. Là, le contrat est complet, il est béton. On lit cette ligne et on sait tout. La fonction prend une liste et elle nous renvoie un booléen, true ou false. Point. N'importe qui peut comprendre immédiatement comment l'utiliser. C'est propre, c'est clair, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, pour mettre un mot dessus, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une annotation de type. Et attention, ce n'est pas juste un commentaire pour faire joli. C'est une information formelle que des outils peuvent utiliser pour vérifier ton code avant même de le lancer. C'est un véritable filet de sécurité. Et on peut même être encore plus précis. Dire qu'on veut une liste, c'est bien. Mais dire qu'on veut une liste d'int, c'est beaucoup mieux. Là, tu ne dis pas juste que c'est une boîte, tu dis que c'est une boîte qui contient uniquement des entiers. Ça marche aussi pour les dictionnaires, les tupelles, c'est hyper puissant et pour le bac, maîtriser ça sur des structures complexes, ça fait vraiment la différence. Bon, notre plan est clair, maintenant il faut vérifier que la construction est solide. Et c'est là que les tests entrent en jeu. Tester, ce n'est pas juste vérifier que ça marche sur un cas simple. Non, c'est une vraie démarche scientifique. On essaye de casser son propre code de manière systématique pour être sûr qu'il est robuste. En Python, l'outil de base pour ça, c'est assert. C'est super simple et super efficace. Tu affirmes qu'une condition doit être vraie. Si elle l'est, tout va bien, le programme continue. Si elle est fausse, bam, le programme s'arrête net avec une erreur. C'est direct et ça te permet de valider que ta fonction a bien fait son travail. Regardons ce test pour une fonction de tri. On lui donne 2, 1 et on vérifie avec assert que le résultat est bien 1, 2. Ok, c'est un bon début. Une première vérification. Mais c'est très très loin d'être suffisant. Ce test est beaucoup trop gentil, il ne pousse pas du tout la fonction dans ses retranchements. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui manque? Prends une seconde pour y réfléchir. Quelles sont les situations un peu vicieuses que ce test ne couvre pas du tout? Savoir penser à ces cas limites, c'est une compétence cruciale pour le bac. C'est ça qui fait la différence entre un code d'amateur et un code vraiment robuste. Voici les grands classiques qu'il ne faut jamais, jamais oublier. Le tableau vide, est-ce que ça plante? Le tableau avec un seul élément, un tableau avec des doublons, très important, et un tableau déjà trié, est-ce que ton algorithme ne va pas tout mélanger? Une bonne batterie de tests doit absolument inclure tous ces cas. Là, par contre, on a un test beaucoup plus sérieux. Il fait 2 choses. D'abord, il vérifie que le résultat est bien trié. Mais surtout, il vérifie que tous les éléments du début sont toujours là, à la fin, et dans les mêmes quantités. La technique, c'est de compter les occurrences avant et après. Avec ça, on ne prouve pas seulement que le résultat est ordonné, on prouve que c'est le bon résultat. C'est ça, la rigueur. Troisième pilier de la rigueur. Ton code peut être parfaitement juste, il peut passer tous les tests que tu veux, mais s'il met 3 jours à s'exécuter, il est inutile.
L'analyse de la performance, qu'on appelle aussi la complexité, c'est une dimension non négociable de la programmation. Le point crucial, c'est de voir comment le temps d'exécution évolue quand la taille des données augmente. À gauche, on a des chiffres bruts, c'est un peu abstrait. Mais à droite, le graphique, lui, est sans appel. On voit tout de suite que la relation n'est pas une belle ligne droite. La courbe s'envole, littéralement. Cette phrase résume tout. Une courbe qui décolle comme une fusée, c'est la marque d'un algorithme dont le temps d'exécution est proportionnel au carré de la taille des données. On appelle ça une complexité quadratique. C'est tolérable pour des petites données, mais c'est une catastrophe pour des grandes. Savoir repérer ça d'un coup d'œil, c'est une compétence clé. On arrive maintenant au niveau de rigueur le plus élevé, les invariants. Un invariant, c'est une propriété de tes données qui doit rester vraie tout le temps. C'est une règle d'or que ton programme s'interdit de transgresser. C'est la garantie ultime que l'état de ton système reste toujours cohérent. Prenons un exemple très concret, une classe chrono. Une règle fondamentale, un invariant, c'est que le nombre de secondes doit toujours être entre 0 et 59. Si jamais une de tes méthodes, par erreur, met la valeur des secondes à 61 ou à -5, l'invariant est violé. Ton objet est dans un état invalide. Le rôle de ton code est donc de préserver cet invariant à chaque instant. Bien, on a vu les 4 piliers. Spécifier, tester, analyser et garantir. Maintenant, on rassemble tout ça dans une méthode concrète, une checklist que tu peux appliquer directement dans tes révisions et le jour de l'épreuve. C'est ta feuille de route pour produire un travail de qualité. Cette liste, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est plus qu'un conseil, c'est presque le barème de l'épreuve. D'abord, annoter systématiquement tes fonctions. Ensuite, justifier tes choix de structure de données. Pourquoi une liste et pas un dictionnaire? Puis, tester ton code en pensant bien aux cas limites. Après, vérifier les invariants de tes structures. Et enfin, toujours anticiper la complexité de tes algorithmes. C'est ça l'esprit NSI. J'aimerais que tu repartes avec cette idée en tête. Au début, la rigueur, ça peut ressembler à un tas de règles contraignantes. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est ce qui te donne la confiance et la liberté de construire des systèmes complexes, qui fonctionnent, qui sont solides et dont tu peux être fier. Alors, pour finir, je te laisse avec une question. La prochaine fois que tu commences à coder une fonction, même la plus simple, quel sera ton tout premier réflexe après avoir écrit def? C'est en transformant ces principes en automatisme qu'on progresse vraiment. Bon courage pour les révisions!